Ma sœur m'a publiquement humilié pour 200 €, me traitant de pauvre. Elle ignorait que j'étais un client secret à 3,5 milliards d'euros. Je retire chaque centime pour briser sa carrière et anéantir cette banque en un instant. Ma sœur a ri lorsque la guichetière a signalé que mon compte était débiteur de 200 €, annonçant à tout le hall que j'étais fauché. Elle ignorait que l'enveloppe dans ma main n'était pas un dépôt. C'était un ordre de retrait de 3,5 milliards d'euros lorsque j'ai fait glisser ce papier sur le comptoir. Le sourire n'a pas seulement disparu de son visage. Il a disparu de toute la banque. Je m'appelle Élodie Moreau, et j'ai appris que le bruit le plus fort au monde n'est pas un cri ou une explosion, mais le silence d'une agence bancaire à l'instant qui précède son effondrement. Je me tenais au centre du hall de la banque de la Crête croissante, le climatiseur émettant une note basse et artificielle contre les murs de verre. J'étais là pour une correction, une erreur administrative, ou du moins c'est ce que ma mère avait appelé ça au téléphone. Des frais divers de 200 € qui avaient déclenché une alerte de découvert sur le compte joint familial que je surveillais encore, pour des raisons défiant toute logique. Ce n'étaient pas des frais divers. C'était une pénalité pour fonds insuffisants parce que quelqu'un avait essayé de déplacer de l'argent qui n'y était pas. De nouveau, je me suis avancé vers le comptoir avec la posture de quelqu'un qui analyse la comptabilité médico-légale pour vivre. Épaules en arrière, yeux en avant, visage dépourvu des tics nerveux que la culpabilité produit habituellement. La guichetière, une jeune femme nommée Sophie, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, a pris ma pièce d'identité. Je n'ai pas eu le temps de parler avant d'entendre le claquement des talons. Pas n'importe quel talon, mais le staccato aigu et distinct des stilettos de créateurs frappant un carrelage bon marché. Élodie. La voix a été projetée juste assez fort pour être entendue au fond de la file d'attente. Je me suis retourné lentement. Ma sœur Bérénice se tenait là. Les bras croisés sur un blazer qui coûtait plus que le loyer mensuel de la guichetière. Son badge en or brillant indiquait assistante de direction d'agence. Elle souriait, mais c'était le genre de sourire qu'un requin donne avant de mordre. Toutes dents et pas de chaleur. J'ai vu l'alerte apparaître, a dit Bérénice, s'avançant dans mon espace personnel. Elle a modulé sa voix pour que le couple âgé derrière moi puisse entendre chaque syllabe. Vous êtes là pour les 200 €, n'est-ce pas? Mon Dieu, Élodie, tu as l'air si tendue. Ne me dis pas que tu stresses pour 200 €. Elle a laissé échapper un petit rire incrédule. Ça va si mal? Tu es fauché? Le mot est resté suspendu dans l'air. Fauché. Je n'ai pas bronché. Dans mon travail chez Intégrité Nordique Partenaire, je passais 12 heures par jour à regarder des données que les gens essayaient de cacher. Je savais regarder une feuille de calcul et y voir un mensonge. Je savais regarder ma sœur et en voir un aussi. C'est des frais de découvert, B. J'ai dit, d'une voix égale. Maman a encore trop dépensé. Maman essaie juste de vivre, soupira Bérénice, secouant la tête comme si elle avait affaire à un enfant capricieux. Elle a dit que c'était une dépense diverse. Pourquoi dois-tu être si calculatrice avec tout? C'est 200 €. Élodie, aide-la et laisse tomber. Arrête de faire comme si tu étais la seule à comprendre l'argent. Ma mère, Denise, est apparue depuis la zone d'attente près du bureau du seul conseiller. Elle attendait. Bien sûr qu'elle attendait. Elle a ajusté son foulard, jouant parfaitement le rôle de la matriarche lasse. Élodie, maman a dit, la voix tremblante légèrement pour les faits. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Nous traversons un mois difficile. Réajuste ça pour le bien de ta sœur. Ça fait mauvaise impression si mon compte est à découvert quand elle travaille ici. Tu vois? Bérénice a souri en coin, s'appuyant contre le comptoir, bloquant la guichetière dans son travail. Elle a de l'argent, tu sais, a-t-elle dit à la salle en général, faisant un clin d'œil à l'homme en costume derrière moi. Elle est juste radine, elle thésaurise comme un dragon. Mais bon, si tu as besoin d'un prêt, Élodie, demande. Je peux faire bouger les choses pour la famille. L'humiliation était conçue pour être chirurgicale. Bérénice voulait que je craque. Elle voulait que je crie, que je pleure, que je fasse une crise pour pouvoir dire à ses collègues, vous voyez, c'est la sœur instable dont je vous ai parlé. C'était un jeu de pouvoir pour cimenter son statut ici, en m'utilisant comme accessoire. J'ai regardé la guichetière. Je voudrais régler le solde négatif. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un chéquier.
J'ai écrit le chèque pour 200 €. Mon écriture était précise, nette. Je l'ai arraché et je l'ai fait glisser sous la vitre de séparation. Reçu, j'ai dit. Enfin, B a soufflé, vérifiant sa montre. Bien. Maintenant, peut-être que tu peux retourner dans la cave où tu travailles. Essaie de ne pas t'inquiéter pour ton loyer. D'accord. J'ai encore une transaction, j'ai dit. Je n'ai pas bougé. J'ai fouillé à nouveau dans mon sac. Cette fois, je n'ai pas sorti un chéquier. J'ai sorti une épaisse enveloppe de format légal. Elle était scellée du sceau de cire de mon conseiller juridique personnel, mais j'avais brisé le sceau dans la voiture. J'en ai extrait un seul document. C'était un ordre de retrait, notarié, vérifié, et tamponné d'un code d'autorisation prioritaire que la banque de la Crête croissante voyait rarement. J'ai posé le document sur le comptoir en marbre. Il a produit un son lourd et décisif. Je clôture le compte de tutelle Moreau, j'ai dit. Ma voix n'a pas augmenté, mais la température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. J'exécute un retrait immédiat de la totalité du solde. Bérénice a roulé des yeux. Mon Dieu, Élodie, arrête d'être dramatique. Qu'est-ce que tu vas retirer? Les 5000 € que grand-mère t'a laissés? Nous n'avons pas le temps pour ça. La guichetière a pris le papier. Elle a regardé le numéro de compte. Puis elle a regardé le chiffre tapé au centre de la page. Son visage est devenu pâle. Non pas blanc, mais gris. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts d'une peur primale soudaine. La guichetière a bégayé. Madame, lisez le montant, s'il vous plaît, j'ai dit pour vérification. La guichetière a dégluti difficilement. Ses mains tremblaient si fort que le papier vibrait contre le comptoir. 3,5 milliards d'euros, a-t-elle murmuré. Bérénice s'est figée, son sourire n'a pas disparu. Il s'est simplement désintégré. Elle a cligné des yeux, son cerveau n'arrivant pas à traiter l'information auditive. Que as-tu dit? 3,5 milliards d'euros, j'ai répété, me tournant vers ma sœur. Tu m'as traité de fauché, Bérénice. J'ai pensé que si j'étais si pauvre, je devrais probablement consolider mes actifs. Je ne voudrais pas être un fardeau pour votre succursale. Le silence qui a suivi était absolu. C'était un poids physique. Le bruit ambiant de la banque, les pas, l'atout, le faible murmure des conversations ont cessé instantanément. C'est impossible, a chuchoté Bérénice, la voix cassée. Elle a arraché le papier de la main de la guichetière, ignorant le protocole. Elle a balayé les lignes du regard, ses yeux sautant frénétiquement. Compte de tutelle Moreau. C'est le compte relationnel, le capital d'ancrage. C'est mon capital, je l'ai corrigé. Détenu en fiducie jusqu'à mon 25e anniversaire ou jusqu'à ce que j'exécute un contrôle indépendant. J'ai choisi aujourd'hui. Tu ne peux pas. Ma mère a halté derrière moi. Élodie, c'est le levier de la famille. C'est pour ça qu'ils nous traitent comme des rois ici. Tu ne peux pas juste le prendre. Regarde-moi, j'ai dit. Les machines de la banque ont commencé à mal fonctionner, reflétant le personnel. Une imprimante de reçu s'est bloquée, émettant un gémissement aigu et grinçant qui déchirait le silence, mais personne n'a bougé pour la réparer. La guichetière a appuyé sur un bouton sous le bureau. Je connaissais ce bouton. C'était l'alarme silencieuse pour un directeur, habituellement réservée au vol. 30 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. La porte du bureau vitré au fond de l'agence s'est ouverte en grand. Le directeur d'agence, un homme nommé Monsieur Dubois, qui marchait habituellement avec une démarche lente et assurée, a pratiquement sprinté à travers le hall. Il était pâle, en sueur, sa cravate légèrement de travers. Il avait vu l'alerte sur son écran. Mademoiselle Moreau, a-t-il bredouillé, ignorant Bérénice entièrement. Mademoiselle Moreau, veuillez venir dans mon bureau. Il doit y avoir un malentendu. Une transaction de cette ampleur. Nous devons discuter de la logistique. J'ai décrit les instructions de virement dans le document, j'ai dit, ignorant sa main tendue. Je ne veux pas de réunion, Monsieur Dubois, je veux mon argent, la totalité des 3,5 milliards, aujourd'hui. Nous ne pouvons pas simplement Dubois a bégayé en regardant les clients qui le fixaient, le système,
la limite de l'agence. Un téléphone a commencé à sonner dans le bureau arrière. Puis un autre, puis un troisième. La porte arrière s'est ouverte et un homme en costume gris élégant en est sorti. Il ne faisait pas partie du personnel de l'agence. Il était de la sécurité régionale ou peut-être du risque d'entreprise. En visite pour la journée, il a croisé mon regard. Et en cette fraction de seconde, j'ai vu la réalisation le frapper. Il savait qui j'étais, et il savait que la banque de la crête croissante était sur le point de saigner à mort juste là, sur le tapis. Bérénice a regardé du directeur au papier et puis vers moi. Pour la première fois de sa vie, elle semblait petite. Élodie, a-t-elle murmuré. Que as-tu fait? J'ai regardé le chèque de 200 € posé sur le comptoir. Oublié. Je viens de payer mes dettes, B, j'ai dit doucement. Maintenant, je collecte les tiennes. On m'appelait la comptable de la famille avant même mes 12 ans. Ce n'était pas un terme affectueux. C'était un titre de poste. Ayant grandi dans notre petite ville manucurée, le mot famille était utilisé comme une arme. Il ne décrivait pas un cercle de sécurité ou d'amour inconditionnel. C'était un mot utilisé pour prélever des impôts. Dans ma maison, l'affection était une monnaie qui fluctuait en fonction des performances du marché. Et mes parents, Cal et Denise, étaient des traders impitoyables. Ils regardaient leurs enfants non pas comme des êtres humains à nourrir, mais comme des actifs à gérer, et comme tout portefeuille, ils avaient un actif spéculatif et une obligation à revenu fixe. Bérénice était la spéculation. Elle était l'investissement à haut risque et à haut rendement. Depuis qu'elle savait marcher, elle avait une sorte de force gravitationnelle qui courbait la lumière dans la pièce vers elle. Elle était bruyante, vibrante, et possédait un charme terrifiant et efficace qui fonctionnait sur tout le monde, des professeurs aux policiers. Quand Bérénice souriait, on se sentait choisi. Mes parents s'épanouissaient dans son reflet. Elle était leur monnaie sociale. Quand elle gagnait un concours de beauté ou obtenait un rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école, Cal et Denise la faisaient défiler lors des barbecues de quartier, buvant les compliments comme s'ils avaient personnellement sculpté son argile. J'étais l'obligation. J'étais Élodie, la stable, la ennuyeuse. J'étais l'enfant qui faisait ses devoirs le vendredi soir, qui gardait sa chambre impeccable, et qui ne causait jamais de scène. Dans une famille normale, cela aurait pu lui valoir des éloges. Dans le foyer Moreau, cela m'a valu l'invisibilité. J'étais l'infrastructure qui permettait à Bérénice de briller. Si Bérénice oubliait son projet scientifique, j'étais celle qu'on réveillait à 5 heures du matin pour coller du carton pendant qu'elle dormait. Si Bérénice dépensait son argent de poche en vêtements et ne pouvait pas payer son déjeuner, ma tirelire était pillée sans ma permission. Il y avait une règle tacite gravée dans les murs de notre maison, Élodie répare. Bérénice casse et Élodie répare. J'ai appris très tôt qu'on n'est pas détesté parce qu'on est mauvais. On est ignoré parce qu'on est utile sans être exigeant. Au moment où vous devenez un service public, comme l'eau courante ou l'électricité, les gens cessent de vous remarquer jusqu'à ce que vous arrêtiez de fonctionner. Et je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai porté ce conditionnement directement dans ma carrière. Je n'ai pas choisi la comptabilité médico-légale et l'analyse des risques parce que j'aimais les maths. Je l'ai choisi parce que je trouvais du réconfort dans la vérité absolue des chiffres. Les chiffres ne mentent pas pour se rendre plus beaux. Les chiffres ne vous font pas de gaslighting. Chez Intégrité Nordique Partenaires, la firme où j'ai bâti ma réputation, je passais mes journées à disséquer l'anatomie de la tromperie. J'ai retracé les détournements de fonds, découvert des sociétés écrans, et cartographié les chemins exacts que l'avidité prenait à travers un grand livre de comptes d'entreprise. C'était un travail exténuant, souvent peu glamour. Pendant que mes collègues couraient après des contrats de conseil très médiatisés, j'étais seul dans le sous-sol avec les serveurs, à chercher la divergence de 1,2% dans une liste de fournisseurs. Je suis devenu excellente à repérer l'instant exact où une personne décide de franchir la ligne. Ce n'est rarement un saut dramatique. C'est généralement un petit pas justifié par un besoin temporaire ou un sentiment de droit. Je voyais ma famille dans chaque dossier. Je voyais la manipulation émotionnelle de ma mère dans les emails des PDG justifiant leurs notes de frais. Je voyais le charme imprudent de Bérénice dans les escrocs de systèmes de Ponzi qui croient à leur propre battage médiatique. Cette profession m'a appris à sécuriser mon propre périmètre. Lorsque ma situation financière a changé, lorsque l'argent est arrivé qui a poussé ma valeur nette dans les milliards, je n'ai pas acheté de manoir.
Je n'ai pas acheté une flotte de voitures de sport. Je n'ai même pas amélioré mon appartement. Je suis resté dans mon appartement censé de 2 chambres en ville. J'ai continué à conduire ma berline de 4 ans. Je l'ai fait parce que je connaissais ma famille. Si j'étais apparu au dîner du dimanche dans une Ferrari, la dynamique n'aurait pas basculé vers le respect. Elle aurait basculé vers la consommation. Il m'aurait dévoré vivante. Les demandes auraient commencé modestement, des vacances ici, un paiement de voiture là, puis elles auraient escaladé jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un chéquier avec un pouls. J'avais cessé de les sauver il y a des années. Une décision qui m'a valu la réputation d'être froide, radine et ingrate. « Tu as un bon travail, Élodie » disait ma mère, regardant mes vêtements simples avec dédain. « Pourquoi t'habilles-tu comme une bibliothécaire ? Tu pourrais aider ta sœur avec un acompte. Tu sais, elle est le visage de cette famille. » Il pensait que je thésaurisais un salaire à 6 chiffres bas. Il n'avait aucune idée que j'étais assise sur un empire. La partie la plus difficile du déguisement était Grant. Grant Taille était la seule variable dans ma vie que je n'avais pas calculée. C'était un avocat d'affaires, pointu comme une attaque, avec une boussole morale qui avait miraculeusement survécu à la faculté de droit. Nous nous sommes rencontrés lors d'une enquête collaborative entre nos cabinets. Et pour la première fois, quelqu'un m'a vu. Pas Élodie la réparatrice, pas Élodie le distributeur automatique, mais Élodie la femme. Nous étions fiancés pendant 6 mois. Et je ne lui avais toujours pas dit toute l'étendue du compte de tutelle Moreau. Je me disais que c'était pour le protéger. Je me disais que je voulais une vie normale, une vie où nous nous disputerions pour savoir à qui c'était le tour de faire la vaisselle ou si nous pouvions nous permettre un voyage en Italie. Pas une vie où nous devions embaucher des assurances anti-enlèvement et des équipes de sécurité. Mais au fond, il y avait une peur plus sombre. J'avais peur que si je mettais 3,5 milliards d'euros sur la table, la lentille à travers laquelle il me voyait se briserait. J'avais peur que l'argent devienne la 3e personne dans notre mariage. Alors je l'ai laissé croire que j'étais juste une femme d'affaires prospère, juste à l'aise. Je l'ai laissé payer le dîner parfois. Je nous ai laissé partager le loyer. Je jouais le rôle du partenaire dans un ménage à 2 revenus, reflétant la normalité que je désirais tant. Ma famille, cependant, ne voulait pas que j'aie la normalité. Il voulait que j'aie une fonction. C'est pour ça que les 200 € ont été si blessants. Ce n'était pas le montant. Je pourrais perdre 200 € dans un coussin de canapé sans m'en rendre compte. C'était le test. Ma mère savait que je surveillais l'ancien conjoint, une relique de l'université dont je n'avais jamais pris la peine de me retirer parce qu'il était plus facile de l'ignorer que de se disputer à ce sujet. Elle savait que je verrais le découvert. Les frais divers étaient un mensonge. J'avais vu le journal des transactions avant d'entrer dans la banque. C'était un transfert vers un site de jeux en ligne, probablement l'un des investissements de mon père, suivi d'une tentative paniquée de l'annuler qui a déclenché les frais. Mais au lieu d'assumer, ils m'ont appelé. Ils m'ont envoyé dans la tanière du lieu de travail de Bérénice. Sachant qu'elle serait là, ils savaient que Bérénice profiterait de l'occasion pour affirmer sa domination. Ils savaient qu'elle ferait un spectacle. Et ils s'attendaient à ce que je fasse ce qu'Élodie fait toujours, baisser la tête, écrire le chèque, et absorber l'humiliation pour que l'image de la famille Moreau reste immaculée. Ils voulaient que le distributeur automatique dispense de l'argent sans reçu. Mais ils ont oublié une chose à propos des machines. Si vous les donnez assez de coups de pied, éventuellement les engrenages se coincent, ou pire, les protocoles de sécurité remplacent le système, et la machine décide de purger tout son inventaire pour éviter d'autres dommages. Debout dans ce hall, regardant Bérénice ricaner de ma pauvreté, j'ai réalisé que j'avais fini de jouer le rôle de l'obligation. J'avais fini d'être le filet de sécurité pour des gens qui portaient des couteaux pour me couper. J'ai regardé la bague de Grant à mon doigt et j'ai réalisé qu'en cachant ma vérité, je laissais ma famille dicter mon récit, je les laissais me définir comme la sœur fauchée et radine. Je n'étais pas fauchée. J'étais sans doute l'une des femmes les plus riches de l'État. Et il était temps d'arrêter de m'en excuser. Il était temps de leur montrer que la stable était en fait la seule à soutenir le toit, et j'étais sur le point de faire tomber le pilier. L'adrénaline de la confrontation à la banque de la crête croissante n'était pas encore retombée lorsque je me suis assise à ma table à manger. La copie numérique du relevé bancaire de ma mère brillait sur l'écran de mon ordinateur portable. Le silence dans l'appartement était lourd, un contraste saisissant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi dans le hall.
Grant a placé une tasse de café près de ma main. Il n'a pas parlé immédiatement. Il connaissait mon processus. Il savait que lorsque je devenais silencieuse, je ne boudais pas. J'analysais. J'ai zoomé sur la ligne d'articles qui avait commencé la guerre, les 200 €. Ma mère avait appelé cela des frais divers, une erreur administrative qui nécessitait juste une correction rapide. Mais en regardant le journal des transactions, l'histoire s'est effondrée. Les frais avaient été évalués à 4 heures du matin. C'était une pénalité automatisée déclenchée par une alerte de fonds insuffisant. Cette partie était standard. Ce qui n'était pas standard, c'était la transaction qui avait vidé le compte en premier lieu, juste avant la pénalité. Il y avait un transfert sortant. Ce n'était ni pour l'épicerie ni pour les services publics. C'était un transfert de 5 000 € vers une entité simplement étiquetée CRB interne SCRB, ai-je murmuré. Banque de la Crête croissante. Qu'est-ce que c'est? A demandé Grant, tirant une chaise en face de moi. L'argent n'a pas quitté la banque, j'ai dit, pointant l'écran. Quelqu'un a déplacé 5 000 € du compte joint familial vers un grand livre interne au sein de la banque elle-même. Cela a déclenché le découvert, qui a déclenché les frais de 200 €. Je me suis penché en arrière, le cuir de la chaise craquant. Ce n'était pas un accident, et ce n'était pas ma mère étant négligente avec les achats en ligne. C'était un remplacement manuel. Pourquoi? A demandé Grant. Sa voix était calme. La voix d'un avocat qui sait que la question est souvent plus importante que la réponse. S'ils voulaient juste 5 000 €, ils auraient pu les prendre sur des frais sur une année. Pourquoi déclencher une pénalité qui vous obligerait à venir à l'agence? C'est la question, j'ai dit. Pourquoi taquiner l'ours? J'ai pensé au visage de Bérénice, à sa théâtralité, à la façon dont elle avait projeté sa voix pour que toute la pièce puisse entendre. Tu es fauchée, Élodie? Elle n'était pas seulement méchante. Bérénice était cruelle, oui, mais elle était aussi calculatrice. Elle se souciait de son image avant tout. Crier sur un client nuisait généralement à cette image. À moins que le client ne soit le problème. Grant, j'ai dit lentement, les pièces s'emboîtant. Si j'avais crié sur elle, si j'avais jeté le chéquier, qu'est-ce qui se serait passé? Grant a haussé les épaules. La sécurité vous aurait escorté dehors. Peut-être qu'il vous aurait interdit l'accès à l'agence. Exactement, j'ai dit. Et si je suis banni, si je suis étiqueté comme cliente hostile, alors ils ont des motifs pour restreindre votre accès, a dit Grant, ses yeux se rétrécissant. Ils peuvent geler le compte en attendant un examen des signataires autorisés. Ils peuvent exiger que toute communication future passe par les canaux juridiques, ce qui prend des mois. Mon sang s'est glacé. C'était un piège à ours. Les 200 € n'étaient pas des frais. C'étaient des appâts. Ils voulaient que je vienne. Ils voulaient que B m'humilie jusqu'à ce que je craque. Ils avaient besoin d'une raison pour me qualifier d'instable ou de difficile afin de pouvoir bloquer le compte sans expliquer pourquoi. Ils craignaient que je ne bouge l'argent, alors ils ont essayé de me provoquer une action qui justifierait qu'ils le détiennent en otage. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. Lucas, j'ai dit quand la ligne s'est connectée, j'ai besoin d'un contrôle de pouls. Lucas était un trader quantitatif avec qui j'avais travaillé sur une affaire de fraude à Chicago. Il avait accès à des données de marché qui n'apparaissaient pas sur les tickers publics. Élodie, il semblait surpris. Je pensais que tu avais pris ta retraite en banlieue. De quoi as-tu besoin? Banque de la Crête croissante, j'ai dit, chaîne locale, 3 agences. Parle-moi de leur liquidité. Donne-moi 2 minutes. J'ai entendu le cliquetis rapide d'un clavier mécanique. Grant me regardait, la mâchoire serrée. Il comprenait maintenant. Ce n'était pas un drame familial. C'était une guerre financière. Et c'est parti, a dit Lucas, sa voix baissant d'une octave. C'est moche, Élodie. Tu fais tes opérations bancaires avec ces gens? Parle-moi, Lucas. Ils sont surendettés, a-t-il dit. Ils ont souscrit agressivement des prêts immobiliers commerciaux sur un marché mourant. Leur ratio prêt-dépôt est dangereusement élevé. En gros, ils utilisent des dépôts à court terme pour financer des prêts à haut risque à long terme. Si quelques gros déposants partent, tout s'écroule sous administration provisoire. Ont-ils des baleines?
J'ai demandé. Quelqu'un d'assez gros pour les maintenir à flot? Difficile à dire de l'extérieur, a répondu Lucas. Mais en regardant leur capital de niveau 1, ils sont soutenus par quelque chose d'énorme. Un ou deux comptes font essentiellement le gros du travail pour l'ensemble du bilan. Si ces comptes bougent, la banque est insolvable avant la fin de la journée ouvrable. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé Grant. C'est moi, j'ai dit. Je suis la baleine. La panique dans les yeux de Monsieur Dubois avait du sens maintenant lorsque j'ai posé cet ordre de retrait sur le comptoir. Il n'a pas seulement vu un client partir. Il a vu la banque faire faillite. Il a vu les régulateurs de la FDIC entrer. Il a vu la prison pour négligence. J'ai sorti un morceau de papier froissé de mon sac. C'était une impression que j'avais prise sur le comptoir pendant le chaos. Un extrait de l'écran de la guichetière qu'elle avait imprimé par erreur lorsque sa main avait appuyé sur la mauvaise touche. C'était mon profil de compte, mais il y avait une étiquette à côté du nom du compte tutelle Moreau. Une étiquette rouge vif qui disait « Relation critique ». Ne pas servir sans approbation VP. Relation critique, j'ai lu à voix haute. Ce n'est pas un niveau de service client. C'est un avertissement de charge structurelle. Grant a pris le papier de mes mains. Ils ont utilisé votre argent comme fondement pour leur prêt, a-t-il dit, le dégoût épais dans sa voix. Vos 3,5 milliards d'euros ne sont pas simplement dans un coffre-fort, Elodie. Ils sont probablement engagés ou utilisés comme levier contre des passifs qu'ils n'auraient pas dû prendre. Et Bérénice le sait, j'ai dit. La réalisation m'a frappé plus fort que l'insulte dans le hall. Ma sœur n'était pas juste un pion. Elle était assistante de direction d'agence. Elle voyait les rapports quotidiens. Elle savait que la banque vacillait au bord du gouffre. Et elle savait que mon compte était la seule chose qui maintenait les lumières allumées. Son commentaire sur le fait d'être fauché prenait un nouveau sens nauséabond. Elle projetait. Elle savait que si je partais, elle était fauchée. Ils étaient fauchés. Les 200 € étaient un test, j'ai dit, me levant et marchant vers la fenêtre. Ils voulaient voir si je faisais attention. Quand je me suis présenté, ils sont passés au plan B. Me faire passer pour folle. Discréditer le témoin. Si je suis la sœur irrationnelle et en colère, personne n'écoute quand je dis que la banque commet une fraude. Mais tu n'étais pas en colère, a dit Grant, arrivant derrière moi. Tu t'es vengé. Pas encore, j'ai dit. Je leur ai juste montré l'arme. Je n'ai pas encore appuyé sur la gâchette. Le directeur m'avait retardé. Il avait pris l'ordre de retrait et avait disparu, prétendant des délais de vérification. Il pensait avoir gagné du temps. Il pensait pouvoir appeler le siège social. Peut-être trouver une faille juridique pour bloquer le transfert ou peut-être obtenir l'intervention de mes parents pour révoquer mon autorité. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Il pense que les 3,5 milliards sont le problème, j'ai dit, fixant la ligne d'horizon de la ville. Mais l'argent n'est que des chiffres. Le problème, c'est l'information. Je me suis retourné vers l'ordinateur portable. Je vais découvrir exactement où sont allés ces 5 000 €. Grant, et je vais découvrir pourquoi les noms de mes parents sont sur des documents de prêt pour des entreprises qu'ils ne possèdent pas. Les 200 € n'étaient qu'une aiguille. La bulle qu'elle avait percée était pleine de pourriture, et elle était sur le point d'éclater sur toute la banque de la crête croissante. La plupart des gens regardent la somme de 3,5 milliards d'euros et supposent que ce doit être de l'argent ancien. Ils imaginent des héritages poussiéreux, des champs de pétrole, ou peut-être un billet de loterie gagnant qui défie la probabilité statistique. La vérité est bien moins romantique et bien plus clinique. Je ne suis pas tombé sur la richesse. J'ai construit un piège pour les menteurs et le monde m'a payé une fortune pour l'utiliser. Il y a 6 ans, j'ai cofondé une plateforme d'analyse de données conçue pour détecter la fraude au paiement en temps réel. Ce n'était pas un travail sexy. Cela impliquait de fixer des lignes de code pendant 18 heures par jour et de boire du café rassis dans une pièce sans fenêtre. Mais l'algorithme fonctionnait. Il fonctionnait si bien qu'un conglomérat fintech mondial nous a rachetés dans une transaction entièrement en espèces qui a fait la une du Wall Street Journal. Mon nom était enterré dans les petits caractères de l'acquisition exactement là où je le voulais. J'ai pris mon paiement, structuré par une série de fiducies pour minimiser l'exposition fiscale, et j'ai cherché un endroit pour le garer. C'est là que la banque de la crête croissante est apparue. Sur le papier,
choisir une banque régionale pour un dépôt de 10 chiffres semble de la folie, mais je ne cherchais pas le prestige de Wall Street. Je cherchais le silence. Les grandes banques vendent vos données. Elles vous attribuent des gestionnaires de style de vie qui essaient de vous vendre des services de conciergerie et des îles privées. Je n'en voulais pas. Je voulais un coffre-fort qui resterait fermé. La Crête Croissante m'a offert un accord de tutelle unique. Ils ont promis un taux d'intérêt agressif, une ligne de service dédiée qui contournait les centres d'appel, et surtout, une confidentialité absolue. Ils ont juré que mon compte serait une boîte noire, accessible uniquement au plus haut niveau de la direction exécutive. Cela semblait être un arrangement parfait. J'ai donné du capital, ils m'ont donné l'anonymat. J'étais naïve. Je me suis assise dans mon salon, regardant Grant parcourir la pile épaisse de documents de tutelle que j'avais récupérés de mon coffre-fort. La lampe projetait de longues ombres sur le jargon juridique. Je réalise maintenant que la Crête Croissante ne me voyait pas comme une cliente. Il me voyait comme un pilier structurel pour le monde extérieur et pour les régulateurs. Mon dépôt rendait leur bilan imprenable. Cela leur permettait de déclarer une liquidité massive, masquant le fait que le reste de leur portefeuille était probablement pourri de l'intérieur. Je n'étais pas juste une déposante. J'étais la peinture sur les fissures dans la fondation. Ce contexte a tout changé sur l'emploi de B. Pendant des années, j'avais supposé que Bérénice avait obtenu son travail à la banque parce qu'elle avait charmé le responsable du recrutement. Elle était douée pour ça. Mais en regardant la chronologie, j'ai réalisé qu'elle avait été embauchée 2 mois après que j'ai ouvert le compte de tutelle Moreau. Mes parents l'avaient poussée dans le secteur bancaire, non pas parce qu'elle avait une aptitude pour la finance. Bérénice pouvait à peine équilibrer son propre chéquier, mais parce qu'il voulait un sentinelle. Je me souviens d'une conversation à dîner d'il y a 3 ans. Ma mère, Denise, rayonnait après son 3e verre de vin. C'est tellement bon d'avoir de la famille à l'intérieur, avait-elle dit, tapotant la main de Bérénice. Ça me rassure de savoir que l'un de nous surveille le flux d'argent. À l'époque, je pensais qu'elle parlait du modeste compte courant de la famille. Maintenant, j'ai compris le sous-texte. Il voulait la proximité. Il voulait le prestige d'être associé à l'institution qui détenait la fortune familiale, même si cette fortune était légalement la mienne. C'était une question de pouvoir. C'était pouvoir entrer dans une agence et voir les guichetiers se raidir par déférence parce qu'ils savaient qui était Bérénice. Grant a levé les yeux des documents, se frottant les tempes. L'expression sur son visage était un mélange d'admiration professionnelle et d'horreur personnelle. « Élodie » a-t-il dit, sa voix basse. « Vous avez le droit de retirer. La clause est claire. Article 4, section 2, liquidité immédiate sur demande. » Je sais, j'ai dit. C'est pour ça que je l'ai signé. Mais regardez la clause de risque de contrepartie. A dit Grant, tapotant le papier. Ils ont renoncé aux périodes de maintien standard pour vous. Ils étaient tellement désespérés de faire entrer cet argent qu'ils ont accepté des conditions franchement suicidaires pour une banque de leur taille. Si vous retirez 3,5 milliards d'euros en un seul virement, vous ne faites pas que baisser leurs réserves, vous les décapitez. Il m'a regardé, les yeux sérieux. Si vous exécutez ceci, ils vont paniquer. Je veux dire, une vraie panique, ils seront techniquement insolvables dans l'heure, à moins qu'ils n'aient une ligne de crédit de secours de la Fed, ce que je doute qu'ils aient, parce que leur code de risque est probablement gonflé par votre simple présence. J'ai pensé au visage du directeur dans le bureau vitré, à la sueur sur son front, à la façon dont il avait bégayé. Il savait. Il savait que sans le compte de tutelle Moreau, la Crête Croissante n'était qu'une collection de mauvais prêts commerciaux et d'un bail coûteux. Et puis j'ai pensé à Bérénice. Fauché, m'avait-elle traité? Elle se tenait là dans son blazer de créateur, ricanant à mon chèque de 200 €, m'appelant Fauché devant son personnel. Un rire noir et froid a jailli dans ma poitrine. C'était absurde. C'était shakespearien. L'ironie était si riche qu'elle était presque suffocante. Bérénice et mes parents se pavanaient en ville, agissant comme de la royauté locale grâce à leur lien avec la banque, pensant qu'ils étaient ceux qui avaient le levier. Ils pensaient que j'étais l'échec de la famille parce que je conduisais une berline et que je coupons des coupons. Mais la réalité était inverse. Leur style de vie entier, leur statut social, la survie même de la banque, tout reposait sur mes épaules. J'étais le titan qui soutenait leur ciel, et ils avaient passé toute leur vie à me lancer des pierres aux pieds.
Il pense que je suis piégé, j'ai dit à Grant. Il pense que je ne vais pas bouger l'argent parce que la famille le garde là-bas. Il pense pouvoir m'insulter, me manipuler et m'utiliser comme accessoire parce que j'ai toujours été la silencieuse. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. En regardant les lumières de la ville, je pouvais voir le contour faible de l'enseigne de la crête croissante sur la tour du centre-ville. Je ne suis pas fauché, ai-je murmuré au verre. Vous l'êtes si je pars. La banque s'effondrerait. Bérénice perdrait son emploi. Mes parents perdraient leur statut VIP et feraient probablement face à des appels immédiats sur toutes les dettes qu'ils auraient garanties par mon soutien implicite. Ils voulaient faire de moi une blague. Ils voulaient utiliser des frais de 200 € pour m'humilier jusqu'à la soumission. Grant, j'ai dit, me tournant vers lui. Je ne veux pas seulement retirer l'argent. Je veux documenter le processus. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-il demandé. S'ils doivent tomber, ils essaieront de m'en blâmer. J'ai dit, ils diront que j'étais vindicative. Ils diront que j'ai violé le contrat. Je dois être impeccable. Nous allons transformer ce retrait en une leçon magistrale de conformité. J'avais fini d'être la victime. J'avais fini d'être la sœur qui nettoyait le désordre. S'ils voulaient jouer à des jeux avec mon argent, je leur montrerais exactement comment le jeu était joué quand on possédait le plateau. J'allais transformer la banque de la crête croissante en une étude de cas pour chaque école de commerce du pays. Comment perdre 3,5 milliards d'euros en 10 minutes? Prends ta mallette, j'ai dit à Grant. Nous avons beaucoup de paperasse à préparer avant demain matin. L'empreinte numérique d'une banque est comme un système nerveux. Elle réagit aux stimuli, enregistre chaque impulsion, et laisse un souvenir de chaque contact. Lorsque j'ai exigé le paquet de conformité complet pour le compte de tutelle Moreau, citant la loi Dodd-Frank et mes droits en tant que déposante principale, je ne demandais pas une faveur. J'exigeais une confession. Je me suis assise par terre dans mon salon, entouré de journaux imprimés. Grant et moi avions croisé les fichiers cryptés que la banque avait réticemment envoyés. Il était 3 heures du matin. La ville à l'extérieur dormait, mais les données sur mon écran criaient. « Regarde ça », j'ai dit, glissant une feuille de papier vers Grant. Journal d'accès pour le coffre de tutelle. ID utilisateur BM749. C'est le code interne du bureau de l'assistante de direction de l'agence de la crête croissante. Le bureau de Bérénice, a noté Grant, ses yeux parcourant les horodatage. Regarde les heures, j'ai instruit. Grant a froncé les sourcils. 23h42, 1h15, 3h30. Ce ne sont pas des heures de banque. Exactement, j'ai dit, la voix plate. Bérénice jure qu'elle ne travaille jamais tard. Elle se plaint constamment du travail de 9 à 5, mais son terminal accédait aux détails de mon compte au milieu de la nuit, plusieurs fois par semaine au cours des 6 derniers mois. J'ai ouvert un deuxième document. Celui-ci était une note de service attachée à l'une des sessions nocturnes. La note était brève, tapée dans le jargon que les banquiers utilisent pour couvrir leurs traces. Vérifier la position de liquidité. Maintien ou confirmé. Il vérifiait si l'argent était toujours là, a dit Grant, réalisant l'implication. Pourquoi aurait-il besoin de vérifier la liquidité à 2 heures du matin à moins qu'il ne déplace des choses qui en dépendent? Parce qu'ils utilisaient mon solde comme un actif fantôme, j'ai dit. Ils avaient besoin de savoir que les 3,5 milliards d'euros étaient immobiles afin de pouvoir approuver autre chose de risqué avant le nettoyage matinal de la chambre de compensation. J'ai tourné mon attention de l'autre côté de l'équation. Mes parents. J'avais récupéré les dépôts publics et les nantissements UCCC pour l'entreprise de mon père, location d'événements moraux. C'était une petite entreprise qui louait des tentes et des chaises pour les mariages. Elle rapportait assez pour payer leur adhésion au club de campagne, mais à peine. Pourtant, en regardant les documents d'origine du prêt de la banque de la crête croissante, les chiffres étaient stupéfiants. Papa a contracté une ligne de crédit commercial de 450 000 € en octobre dernier, et l'a ensuite refinancé en un prêt à terme de 800 000 € en janvier, j'ai dit, lisant le dossier. Et regarde le temps d'approbation. Grant s'est penché. Demande reçue à 9 h. Approbation délivrée à 10h15. C'est impossible. La souscription commerciale prend des semaines. On ne peut pas obtenir près d'1 million d'euros approuvés en 75 minutes à moins que la garantie ne soit déjà dans le bâtiment. J'ai terminé pour lui.
J'ai senti un œuf froid se resserrer dans mon estomac. J'ai navigué vers l'accord de garantie pour le prêt. Habituellement, un prêt commercial est garanti par des stocks ou des biens immobiliers, mais Location d'événements Moreau ne possédait pas son entrepôt. Il le louait et les stocks étaient des chaises en plastique dépréciées. Là, dans la section intitulée « Sécurité supplémentaire », il y avait une phrase qui faisait tourner la pièce. Garantie croisée contre les actifs relationnels liés conformément à l'accord de garantie maître daté du 12 novembre. Je n'ai jamais signé de garantie maîtresse, j'ai murmuré. Laisse-moi voir la page de signature, a dit Grant brusquement. J'ai fait défiler vers le bas. Il y avait une signature. Elle disait Élodie Moreau. Elle ressemblait à ma signature. Elle avait la boucle sur le Y et la pente nette du A, mais elle était trop parfaite. Elle manquait du léger tremblement d'une main humaine. C'était un tampon numérique. C'est une copie, a dit Grant, sa voix dure. Ils ont pris une capture numérique de votre signature à partir d'un document légitime. Peut-être lorsque vous avez ouvert le compte, et ils l'ont collé sur un formulaire de garant. Qui a autorisé cela? J'ai demandé, même si je soupçonnais déjà la réponse. J'ai retracé le code du responsable de prêt sur le document d'approbation. Ce n'était pas un employé de niveau agence. C'était un code de remplacement régional. Les initiales à côté de la case d'approbation finale étaient WP. Wesley Pike, j'ai dit. Le nom avait un goût de cendre. Wesley Pike était le directeur régional de la Crête croissante. C'était un homme aux cheveux argentés et avec un sourire qui semblait avoir été pratiqué dans un miroir. Il était venu au barbecue de mes parents le 4 juillet. Il apportait du scotch coûteux à mon père et complimentait la salade de pommes de terre de ma mère. Il avait l'habitude de me tapoter la tête quand j'étais plus jeune et de m'appeler la petite génie des chiffres. Je me souviens d'un dîner il y a 2 ans. Wesley était assis sur notre patio, faisant tourbillonner son verre. « Votre fille est une fille intelligente, Cal, avait-il dit à mon père, elle comprend la valeur de la stabilité. Nous avons de la chance de l'avoir comme cliente. » J'avais pensé qu'il était poli. Je réalise maintenant qu'il remerciait ses co-conspirateurs. Ce n'est pas juste de la fraude, a dit Grant, jetant le dossier sur la table. C'est un piège systémique. Wesley Pike a approuvé des prêts à mes parents qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Il leur a donné de l'argent pour des améliorations de style de vie, pour la voiture de Bérénice, pour l'image qu'il voulait projeter, et il a utilisé mon compte comme police d'assurance silencieuse. Si je retire l'argent, j'ai dit, la logique s'emboîtant. La garantie de ces prêts disparaît, la banque appelle immédiatement les prêts, et vos parents font défaut, a ajouté Grant. Et parce que votre signature est sur la garantie, la banque essaiera de saisir une partie de vos fonds pour couvrir leurs dettes avant que vous ne puissiez retirer l'argent. C'est le piège, Élodie. Ils ne vous ont pas seulement utilisé. Ils vous ont attaché à l'ancre pour que vous vous noyiez avec eux. J'ai fixé l'écran. La trahison était totale. Mes parents n'avaient pas seulement emprunté de l'argent. Ils avaient vendu ma sécurité pour acheter leur illusion de richesse. Ils avaient laissé un banquier entrer chez nous, boire notre vin, et élaborer des plans pour m'asservir à leurs dettes. Et Bérénice, elle était l'opératrice au clavier, vérifiant les journaux au milieu de la nuit pour s'assurer que la poule aux œufs d'or dormait toujours dans sa cage. Je m'attendais à ressentir du chagrin. Je m'attendais à pleurer. Mais en regardant les métadonnées, les empreintes numériques de l'avidité de ma famille, j'ai ressenti autre chose. J'ai ressenti de la clarté. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi j'étais l'outsider. Pourquoi j'étais celle qui devait gagner l'amour alors que Bérénice le recevait gratuitement. Maintenant, je savais que je n'étais pas une fille pour eux. J'étais une marchandise. J'étais une ressource naturelle qu'ils avaient découverte dans leur propre jardin. Et ils avaient signé un contrat avec une entreprise pour me miner. Ils pensent qu'ils m'ont tu, j'ai dit doucement. Ils pensent que cette garantie me rend responsable. C'est le cas sur le papier, a averti Grant. Si nous nous battons pour cela devant les tribunaux, cela prendra des années. Ils gèleront vos actifs pendant le litige. C'est sur quoi Pike compte. Ils pensent que vous n'incendierez pas la maison si vous êtes enfermé dedans. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au mur où j'avais épinglé la chronologie des événements. J'ai pris un marqueur rouge. Je ne vais pas me battre avec eux au tribunal, Grant, pas tout de suite. J'ai dessiné un cercle autour du nom de Wesley Pike.
Je vais vérifier la fraude par signature, j'ai dit. Je vais retracer l'adresse IP de ce tampon numérique et je vais prouver que les notes de service que Bérénice a entrées ont été faites sous les instructions directes de Pike. Comment ? A demandé Grant. Parce que les criminels deviennent toujours paresseux, j'ai dit. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que le système, mais ils oublient que le système sauvegarde tout. Je me suis retourné vers l'ordinateur portable. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Je n'étais plus Élodie Moreau, la sœur négligée. J'étais l'enquêteuse principale de ma propre vie, et je venais de trouver l'arme du crime. Grant, j'ai dit, ma voix stable. Rédige une lettre de mise en demeure, mais pas au service juridique de la banque. Rédige-la à l'auditeur interne de la banque. Nous allons déclencher un examen de conformité obligatoire. Cela leur fera peur, a dit Grant. Non, je l'ai corrigé. Cela les fera bouger, et quand ils bougeront, ils feront des erreurs. Je veux voir exactement qui appelle qui quand l'alarme se déclenche. J'ai regardé l'heure. Il était 4h15 du matin, la même heure où Bérénice aimait vérifier mon solde. Voyons comment ils aiment être surveillés dans le noir. J'ai dit que la vengeance est rarement l'événement explosif et chaotique que les films décrivent. La vraie vengeance, celle qui démantèle une vie pièce par pièce, est un défi de gestion de projet. Elle nécessite une logistique, un calendrier et une compréhension de l'ingénierie structurelle. Vous ne faites pas que balancer un marteau sur un mur de soutènement. Vous localisez les poutres porteuses. Vous percez de petits trous et vous insérez la dynamite silencieusement. J'ai passé les 48 heures suivantes à construire mes explosifs. La première étape était de créer un récipient. Je ne pouvais pas transférer 3,5 milliards d'euros sur un compte courant personnel sans déclencher toutes les alarmes de l'IRS et du département du Trésor. J'avais besoin d'un conteneur qui semblait ennuyeux, professionnel et impénétrable. J'ai contacté mes avocats dans le Delaware et j'ai accéléré la formation d'une nouvelle entité, Portefeuille de la baie de Marrow. Cela sonnait comme une entreprise de logistique maritime ou un ennuyeux expert en sinistre. C'était le but. Portefeuille de la baie de Marrow n'avait aucune histoire, aucun visage public, et surtout, aucun lien avec le nom Moreau dans son en-tête commercial quotidien. C'était un navire fantôme conçu pour un seul but, transporter une cargaison très lourde hors d'une zone de guerre. La structure est prête, j'ai dit à Grant. Nous étions de retour dans mon appartement, qui était devenu effectivement une salle de guerre. J'ai mis en place un protocole de transfert à 3 couches. Couche 1 est l'appel de liquidité initiale de la crête croissante à l'intermédiaire de tutelle. Couche 2 est un virement SWIFT aveugle vers une grande banque de compensation à New York. Couche 3 est la dispersion en obligations du Trésor et en fonds indiciels de premier ordre sous la bannière de Portefeuille de la baie. Grant a hoché la tête, examinant l'organigramme que j'avais épinglé au tableau blanc. C'est propre, a-t-il dit. Mais le point d'étranglement est la couche 1. La crête croissante doit libérer les fonds. S'il tarde, toute la chaîne se brise. Ils vont tarder, j'ai dit. C'est pour ça que tu vas écrire la lettre. Grant s'est assis à son ordinateur portable et a commencé à rédiger l'arme qui allait forcer leurs mains. C'était une demande de conformité, citant des sous-sections spécifiques du code bancaire qui exigeaient une liquidité immédiate pour les comptes de tutelle après vérification de l'identité. Mais les dents de la lettre étaient dans le dernier paragraphe. Si le délai dépasse la limite légale de 2 heures, Grant a lu à voix haute en tapant. Nous déposerons immédiatement une plainte formelle auprès du Bureau de la conduite bancaire nationale pour un audit médico-légal de la solvabilité et des pratiques de liquidité. Parfait, j'ai dit. Le BCBN est la seule agence qu'ils ne peuvent pas soudoyer. Si une équipe d'audit entre dans leurs locaux, ils gèlent tout. Wesley Pike le sait. Il préférerait perdre mon dépôt plutôt que de laisser les fédéraux ouvrir ses classeurs. Envoyons-nous cela maintenant ? A demandé Grant, son doigt planant au-dessus de la touche entrée. Non, j'ai dit, nous l'envoyons au moment où je franchis les portes. Si nous les avertissons maintenant, Pike passera les 2 jours suivants à déchiqueter des documents et à fabriquer de nouveaux accords de garantie. Nous devons les attraper avec l'encre encore fraîche. J'ai pris mon téléphone. Il était temps de tendre le piège à la famille. Ma mère m'envoyait des messages textes sans arrêt depuis l'incident à la banque. Ces messages étaient une leçon de culpabilisation. Ta sœur pleure dans sa chambre. Comment peux-tu être si froide ? Nous voulons juste parler. Nous voulons redevenir une famille.
Il ne voulait pas d'une famille. Il voulait un cessez-le-feu pour pouvoir renégocier les termes de ma reddition. J'ai tapé une réponse. Rencontrons-nous demain soir. Dîner à la maison. Je savais à quoi ressemblerait ce dîner. Ce serait une embuscade. Mon père ferait des menaces sur la loyauté. Ma mère pleurerait sur les difficultés. Et Bérénice jouerait la victime qui voulait juste aider sa petite sœur. Ils essaieraient de me faire signer quelque chose, peut-être une garantie rétroactive ou une promesse de garder l'argent à la banque pendant encore un an pour le bien de la famille. Je les laisserais essayer. J'avais besoin qu'ils mettent leurs cartes sur table. J'avais besoin qu'ils admettent, avec leurs propres mots, que ma valeur pour eux était mesurée en points décimaux. Mais j'avais besoin de plus que leurs aveux. J'avais besoin d'un témoin qui savait comment la machine fonctionnait de l'intérieur. Je l'ai trouvé, j'ai dit à Grant, en ouvrant un profil LinkedIn sur ma tablette. Elena Rotova. Elle était l'agent de conformité de l'agence de la crête croissante du centre-ville jusqu'à il y a 6 mois. Elle a démissionné brusquement. Pourquoi? Selon son entretien de départ, qui était commodément caviardé dans les dossiers qu'ils nous ont envoyés. C'était pour des raisons personnelles, j'ai dit. Mais j'ai fait quelques recherches. Elena a refusé de signer une évaluation des risques pour un paquet de prêts commerciaux. Un paquet qui comprenait des prêts approuvés par Wesley Pike. Elle a été mise à la porte, a supposé Grant. Elle a été réduite au silence, je l'ai corrigée. Je vais lui offrir un microphone. J'ai organisé une rencontre avec Elena dans un café à 3 villes de là. Quand je suis entré, elle avait l'air nerveuse. C'était une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux fatigués et la posture de quelqu'un qui avait passé trop de temps à regarder par-dessus son épaule. « Je ne veux pas de problème », a-t-elle dit avant même que je m'assoie. J'ai signé un accord de non-divulgation. Un NDA couvre les informations commerciales exclusives, j'ai dit, glissant un dossier sur la table. Il ne couvre pas les activités illégales. En fait, un NDA qui tente de dissimuler un crime est nul. Elena a regardé le dossier. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, l'approbation du prêt pour l'entreprise de mon père avec l'horodatage numérique falsifié. Ils le font à ma famille, j'ai dit. Je sais qu'ils l'ont fait à d'autres. Je ne vous demande pas de les poursuivre en justice, Elena, je vous demande de vous tenir dans la pièce lorsque je les confronte. Je veux qu'ils vous voient. Je veux que Wesley Pike lève les yeux et voie la femme qu'il a renvoyée debout à côté de son plus grand déposant. Elena a fixé le papier. J'ai vu la colère monter derrière ses yeux. La colère juste d'un professionnel qui avait été puni pour avoir fait son travail correctement. Il m'a dit que je n'étais pas un esprit d'équipe, a-t-elle dit doucement. Il a dit que je ne comprenais pas comment la banque moderne fonctionnait. Voulez-vous m'aider à lui montrer comment cela fonctionne? J'ai demandé. Elle a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. Dites-moi quand. Mardi matin, j'ai dit. 9 heures. Je suis retourné à l'appartement pour finaliser la logistique. J'ai établi un protocole strict pour toute communication avec la banque à partir de maintenant. Pas d'appel téléphonique. Si Bérénice ou Pike appelait, je laissais aller à la messagerie vocale. J'ai envoyé un bref email au directeur d'agence indiquant qu'à compter de maintenant, toutes les demandes concernant le compte de tutelle Moreau doivent être soumises par écrit via un email sécurisé. Je voulais une trace papier. Je voulais que chaque mensonge, chaque tactique de retard, et chaque menace soit dactylographiée, horodatée et archivée sur un serveur qu'il ne pourrait pas supprimer. Grant me regardait organiser les dossiers. « Tu apprécies ça ?» a-t-il observé. « Je n'apprécie pas ça », j'ai dit, alignant les bords des papiers de constitution de portefeuille de la baie. Je l'exécute. Il y a une différence. Le plaisir implique l'émotion. C'est juste de la physique. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Ils m'ont poussé. Maintenant, la physique riposte. J'ai regardé le calendrier. Le dîner avec mes parents était prévu pour demain soir. Ce serait le sainement émotionnel. Mais le final, le moment où la lame de la guillotine tomberait réellement, devait se produire là où tout a commencé. Je ne le ferai pas par téléphone. Je ne le ferai pas par email. Nous retournons à l'agence. J'ai dit à Grant. Mardi matin. Je veux me tenir à ce comptoir.
Je veux que Bérénice porte son badge. Je veux que le hall soit plein de clients. Ce sera un spectacle, a averti Grant. Non, j'ai dit, un spectacle est désordonné. Ce sera une extraction chirurgicale. Je vais entrer là-dedans. Je vais signer un seul papier et je vais repartir avec ma liberté. Si la banque s'effondre derrière moi, ce n'est pas ma faute. C'est la gravité. J'ai regardé le plan une dernière fois. L'entité était formée. La route de transfert était cartographiée. La menace juridique était chargée. Le témoin était sécurisé. Et le piège était tendu. J'étais prête à aller dîner. J'étais prête à laisser ma famille penser qu'ils avaient encore une chance de me manipuler. Je les laisserais parler. Je les laisserais supplier. Et puis, quand ils penseraient avoir gagné, je les inviterais à la banque pour regarder la fin du monde. Le rôti de bœuf était trop cuit. Il reposait au centre de la table en acajou comme une île grise et sèche entourée de la plus belle vaisselle de ma mère. C'était la scène que mes parents avaient préparée pour les pourparlers de paix, une phrase que mon père, Cal, avait utilisée au téléphone avec une jovialité forcée. Mais alors que j'étais assise en face de Bérénice, je savais que ce n'était pas des pourparlers de paix. C'était une négociation d'otages, et j'étais censé payer la rançon. Grant était assis à côté de moi, sa main reposant légèrement sur son genou, assez proche pour que je puisse sentir sa chaleur. Il était la seule chose réelle dans une pièce pleine de contrefaçons. Nous voulons juste éclaircir les choses, ma mère, Denise, a dit, versant du vin avec une main qui tremblait légèrement. Elle portait ses perles, celles qu'elle prétendait être des héritages, mais qui étaient en fait des bijoux fantaisie haut de gamme. Nous sommes une famille. Les familles se battent, mais nous revenons toujours à la table. Bérénice fixait son assiette. Elle avait l'air épuisée, mais soigneusement. Son maquillage était fait pour accentuer les cernes sous ses yeux, lui donnant l'apparence d'une tragédienne. « Je suis désolé pour la banque », a dit doucement Bérénice. Elle n'a pas levé les yeux. J'étais juste stressé. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Élodie, les objectifs, le réseautage. Je dois être opérationnel 24 heures sur 24. Je dois avoir l'air de ce que je vends. Je dois vendre l'image que la famille Moreau est prospère. L'image, j'ai répété, coupant un morceau de la viande sèche. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Ne sois pas narquoise, a averti Cal, sa voix grondant du bout de la table. Ta sœur travaille dur. Elle est dehors tous les jours à bâtir des relations qui bénéficient à cette famille. Toi, tu restes assise dans un bureau avec des feuilles de calcul. Tu ne sais pas ce qu'il faut pour serrer des mains et conclure des marchés. Je sais exactement ce qu'il faut pour conclure des marchés, j'ai dit, pensant à l'accord de garantie falsifié stocké sur mon disque crypté. Habituellement, il faut une garantie, le mot est resté suspendu dans l'air, le couvert de ma mère est tombé sur son assiette. Eh bien, c'est en fait ce dont nous voulions discuter, a dit Denise, sa voix montant d'une octave. Bérénice a une opportunité, une merveilleuse opportunité. Elle travaille sur une initiative parallèle, une société de conseil en style de vie de luxe. C'est brillant, vraiment, connecter des individus fortunés à des expériences exclusives. J'ai regardé Bérénice. Une entreprise de planification de fêtes? Ce n'est pas de la planification de fêtes, a claqué Bérénice, ses yeux brillants. C'est de la gestion de marque et ça se lance déjà. J'ai des clients en ligne, mais il y a des contraintes de liquidité, des coûts de démarrage, des stocks, et des dettes, j'ai ajouté. Combien de dettes, Bérénice? Elle a tressailli. C'est juste un financement relais pour franchir le cap, qu'elle a interrompu, se penchant en avant. Juste un flottement. La banque est difficile avec les formalités administratives à cause du climat réglementaire. Ils ont besoin d'un garant avec des actifs liquides importants pour signer le prêt d'expansion juste jusqu'à ce que les revenus du premier trimestre arrivent. Combien? J'ai demandé. 2 millions d'euros, a murmuré ma mère. J'ai failli rire. Il voulait 2 millions d'euros pour couler dans une entreprise qui ressemblait à une légende Instagram. Mais puis j'ai regardé de plus près Cal. Il transpirait. Il faisait frais dans la salle à manger, mais il y avait une pellicule de transpiration sur sa lèvre supérieure. Tu as déjà pris l'argent, n'est-ce pas? J'ai demandé. Silence. Silence absolu et suffocant.
Tu n'es pas venu ici pour demander un prêt, j'ai dit, ma voix stable. Tu es venu ici parce que le prêt est déjà dû, ou peut-être parce que le prêt n'a jamais été officiellement approuvé, et quelqu'un doit couvrir un trou dans le grand livre avant que les auditeurs n'arrivent. C'est compliqué, a crié Bérénice, frappant la table de sa main. Tu agis comme si tout était noir et blanc. La banque nous fait confiance. Wesley nous fait confiance. Il nous a laissé avancer le capital parce qu'il sait que nous sommes solvables. Mais maintenant, la société demande des états financiers mis à jour. Et si le compte ne montre pas un certain solde d'ici vendredi, il pourrait geler la ligne. Alors tu veux que je remplisse un trou que tu as creusé avec l'appel de Wesley Pike? C'est un investissement, a rugi Cal, son visage devenant rouge. Nom de Dieu, Élodie. Nous parlons de l'avenir de ta sœur. Nous parlons de la réputation de cette famille. Si cette entreprise fait faillite avant même de commencer, nous passons pour des imbéciles. Les gens de cette ville nous admirent. Ils font confiance aux non-moraux. Pourquoi? J'ai demandé. C'était une question simple. Pourquoi? Pourquoi ce prêt doit-il passer par la crête croissante? J'ai demandé, regardant directement mon père. Si l'entreprise est si solide, pourquoi ne pas aller à Chase? Pourquoi pas Bank of America? Pourquoi chaque dollar que cette famille touche doit-il passer par la seule agence où Bérénice a les codes de remplacement? La pièce est devenue morte. Ma mère a regardé Cal. Cal a regardé son verre de vin. Il ne pouvait pas répondre. Répondre reviendrait à admettre l'arnaque. Il ne pouvait pas aller dans une autre banque parce qu'aucune autre banque ne prêterait d'argent à une vague société de conseil de style de vie dirigée par une assistante de direction avec un score de crédit construit sur l'effet de levier. Ils avaient besoin de la crête croissante parce que la crête croissante était le seul endroit où les règles étaient facultatives. Tant que j'étais la garantie, parce qu'ils nous connaissent, a marmonné Cal enfin. Parce que la banque, c'est les relations. Tu ne comprendrais pas ça. Tu penses que l'argent n'est que des maths. C'est les gens qui croient en toi. Croire en toi, j'ai répété, ou croire que je serai toujours là pour signer le chèque. Tu as l'argent, a crié B, des larmes coulant enfin. C'est ça le but. Tu es assise sur des milliards, Élodie. Des milliards. Et tu nous fais passer au crible pour 2 millions d'euros comme si c'était tes économies de vie. Tu es si égoïste. Tu l'as toujours été. Tu thésaurises tout. Tu laisses maman et papa stresser juste pour que tu te sentes supérieur. Elle s'est essuyée les yeux agressivement. Si tu n'étais pas si radine, si tu avais juste payé les 200 euros sans faire de scène, aucune de ces tensions n'aurait lieu. Mais non, tu devais prouver un point. Tu devais m'embarrasser. Je t'ai embarrassé? J'ai demandé. Tu m'as fait paraître faible, a-t-elle sifflé. Et maintenant, parce que tu as fait cette crise, le bureau régional surveille tout. Ils examinent mes dossiers. Si tu ne signes pas cette garantie, si tu ne déposes pas les fonds pour couvrir la position, ils vont commencer à poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. C'était là la confession. Elle ne demandait pas de capital d'investissement. Elle demandait de l'argent pour faire taire. Elle avait besoin de colmater une fuite qu'elle avait causée. Et elle voulait utiliser mon argent pour acheter le ciment. Grant a bougé sur sa chaise. Il m'a regardé. Son expression était neutre, mais ses yeux étaient vifs. Maintenant, j'ai hoché la tête, un mouvement si léger qu'il était presque invisible. J'ai pris une gorgée de mon vin. C'était aigre. D'accord, j'ai dit. Bérénice a cessé de pleurer instantanément. D'accord, je comprends la situation, j'ai dit. Tu as raison. J'ai les ressources et la famille devrait aider la famille. Ma mère a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Oh, mon Dieu, Élodie. Chérie, je savais que tu comprendrais. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Je ne signerai rien ici, j'ai dit, posant mon verre. C'est trop d'argent pour un accord de table de dîner. Il faut que ce soit officiel. Il faut que ce soit fait par la banque. Oui, bien sûr, a dit Cal, se versant avidement plus de vin. Nous pouvons y aller demain. Wesley peut préparer les papiers. Non Wesley, j'ai dit. Juste nous. Je veux gérer ça au niveau de l'agence d'abord.
Je veux voir les comptes, voir la structure, et ensuite j'autoriserai le transfert. Bérénice a semblé méfiante pendant une seconde, mais le soulagement a balayé son doute. Elle était si désespérée d'avoir une bouée de sauvetage qu'elle n'a pas remarqué le nœud coulant. Bien, B a dit. Viens à 9 heures. Je vais libérer mon emploi du temps. Nous pouvons le faire dans la salle de conférence à 9 heures. J'ai accepté. Grant viendra avec moi pour la révision juridique. Peu importe, Cal a agité la main avec dédain. Tant que le chèque passe, tu fais la bonne chose, Élodie. Enfin, il a levé son verre. À la famille Moreau. Qui monte ensemble. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui avait vendu mon identité financière pour acheter un style de vie de club de campagne. J'ai regardé la sœur qui m'avait traité de fauché tout en volant pour mon avenir. J'ai regardé la mère qui m'aimait exactement autant que je pouvais payer. À la famille Moreau, j'ai dit, je n'ai pas bu. Nous sommes partis 10 minutes plus tard. L'air dehors était vif et pur, nettoyant l'odeur de rôti de bœuf rassis et de mensonges de ma peau. Ils pensent qu'ils ont gagné, a dit Grant alors que nous montions dans la voiture. Ils pensent que je vais là-bas pour écrire un chèque, j'ai dit, attachant ma ceinture de sécurité. Ils n'ont aucune idée que je vais là-bas pour fermer le compte. Et les 2 millions d'euros, a demandé Grant. Il n'y a pas de 2 millions d'euros, j'ai dit, démarrant le moteur. Il n'y a qu'un déficit, et demain, quand je couperai le courant, ils vont tomber dedans. J'ai conduit loin de la maison où j'ai grandi, laissant les lumières allumées dans la salle à manger. Ils célébraient probablement. Ils portaient probablement un toast à leur intelligence, à la facilité avec laquelle ils pouvaient manipuler la fille silencieuse. Laissez-les célébrer. Ce soir, c'était pour le toast. Demain, c'était pour la gueule de bois. J'ai franchi les doubles portes vitrées de la banque de la Crête croissante à 9h02 précise du matin. Je portais un tailleur anthracite, taillé et sans ornement, le genre d'armure que l'on porte à un enterrement ou à une déposition. Je ne portais rien d'autre qu'un seul portfolio mince en cuir et un stylo plume. Grant marchait un demi-pas derrière moi, portant une mallette plus lourde contenant les charges de démolition juridique que nous étions sur le point de faire exploser. L'agence était calme, baignée par le bourdonnement doux et trompeur du commerce. Mes parents étaient déjà là, assis dans les fauteuils rembourrés près du bureau du seul conseiller, ressemblant à une royauté anxieuse, attendant leur tribut. Ma mère, Denise, a lissé sa jupe lorsqu'elle m'a vu, affichant un sourire soulagé et serré. Mon père, Cal, a hoché la tête, vérifiant sa montre comme si mon arrivée à l'heure était une faveur personnelle qu'il me rendait. Bérénice se tenait derrière le comptoir, pas à son bureau habituel. Elle voulait traiter cette transaction personnellement. Elle voulait être celle qui touche l'argent. Son badge, assistante de direction d'agence, captait la lumière. Elle semblait victorieuse. « Tu as réussi », a dit Bérénice, sa voix étant basse mais chaude. « Le parfait numéro de sœur. J'ai les bordereaux de dépôt prêts pour le pré-relais. Nous devons juste déplacer les 2 millions d'euros sur le compte de conservation et ensuite je peux libérer le reste. » Elle a tendu la main pour le chèque qu'elle croyait que j'avais apporté. Je n'ai pas fouillé dans ma poche. Au lieu de cela, j'ai posé mon portfolio sur le comptoir et je l'ai ouvert. J'ai sorti un seul document. Ce n'était pas un chèque. C'était le même ordre de retrait que j'avais présenté il y a quelques jours, mais cette fois, il était attaché à une directive notariée transférant la totalité du solde de tutelle à portefeuille de la baie de Marrow. Exécuter le transfert, B, j'ai dit. Bérénice a froncé les sourcils, confuse. Elle a regardé le papier, ses yeux ont balayé l'en-tête, puis le montant. 3,5 milliards d'euros. Élodie, a-t-elle murmuré, son sourire vacillant. Nous en avons parlé, du prêt, des 2 millions. Je ne suis pas ici pour un prêt, j'ai dit, ma voix portant clairement dans le hall silencieux. Je suis ici pour clôturer la relation. Bérénice m'a fixé. La réalisation l'a frappé lentement et durement. Son visage a perdu toute couleur. Elle a regardé nos parents, puis de nouveau vers moi, ses mains, habituellement si manucurées et stables, ont commencé à trembler. Elle a tendu la main vers son clavier, ses doigts planant au-dessus des touches. Je ne peux pas, a-t-elle bégayé. Le système est signalé. Je dois appeler le bureau régional pour une transaction de cette taille. Alors appelle-les, j'ai dit. Elle a décroché le téléphone.
J'ai regardé ses doigts taper l'extension. Ses jointures étaient blanches. C'est l'assistante de direction Moreau, a-t-elle dit dans le combiné, sa voix tremblante. J'ai une demande de liquidité totale sur le compte de tutelle Moreau. Oui, la totalité. Elle a écouté un instant et puis ses yeux se sont écarquillés. L'écran devant elle a clignoté d'un rouge profond et en colère. Je pouvais voir le reflet de l'alerte dans ses lunettes. Verrouillage de conformité. Approbation requise. Je sais, a murmuré Bérénice dans le téléphone. Je sais que le maintien est actif, mais la cliente est là. Elle exige le virement. La porte du bureau du directeur s'est ouverte. Monsieur Dubois s'est précipité dehors, suivi de près par un homme que je ne reconnaissais pas. Un costume du bureau régional envoyé pour garder l'agence après ma dernière visite. Ils m'attendaient, mais ils attendaient un chèque, pas un exode. Mademoiselle Moreau, a dit Dubois, sa voix huileuse de panique. S'il vous plaît, ne faisons pas ça dans le hall. Nous avons une salle de conférence privée préparée. Nous pouvons discuter de la logistique de votre demande dans le confort. Il a fait un geste vers la pièce vitrée où mes parents se tenaient maintenant, l'air confus et alarmé. Non, j'ai dit, je n'ai pas bougé. Je ne veux pas d'intimité, monsieur Dubois. L'intimité, c'est là où vous cachez les choses. Je veux de la transparence. Je veux que tout le monde voie exactement ce qui se passe quand je demande mon propre argent. Ce n'est pas si simple, l'homme régional a dit, s'avançant. Il avait un calme pratiqué, mais ses yeux balayaient la pièce, évaluant les autres clients. Un retrait de 3,5 milliards nécessite une mise en scène complexe de la liquidité. Nous avons besoin de 48 heures pour régler les positions. C'est le protocole standard. Ce n'est pas le protocole. Grant a pris la parole pour la première fois, se plaçant à côté de moi. En vertu de l'article 4 de l'accord de tutelle, la liquidité est garantie sur demande. Vous avez renoncé à la période de mise en scène en échange du statut d'encre de capital. Si vous ne pouvez pas produire les fonds, vous admettez fermement l'insolvabilité. Le représentant régional s'est raidi. Nous ne sommes pas insolvables. Nous gérons simplement le risque. C'est ce que vous appelez ça ? J'ai demandé. J'ai fouillé à nouveau dans mon portfolio. Cette fois, j'ai sorti le dossier que Grant et moi avions assemblé, les journaux, les eurodatages, les signatures numériques falsifiées. J'ai fait glisser la pile sur le comptoir en marbre. Elle a heurté le bois avec un bruit sourd et lourd. Ce sont les journaux d'accès à mon compte, j'ai dit, pointant la première page. ID utilisateur BM 749. C'est toi, Bérénice, n'est-ce pas ? Bérénice a tressailli comme si je l'avais giflé. Et voici, j'ai tourné la page. C'est une autorisation de crédit pour location d'événements Moreau approuvée à 2h15 du matin. Et voici une garantie de garantie portant ma signature. Une signature qui a été numériquement arrachée de mes documents d'ouverture de compte et collée sur une demande de prêt que je n'ai jamais vue. Mon père Cal s'est avancé. Élodie, qu'est-ce que tu fais ? Range ça. Qui l'a fait ? J'ai demandé, l'ignorant. J'ai regardé droit dans les yeux de Bérénice. Qui s'est connecté au système à 2h du matin et a étiqueté mon compte comme garantie pour les prêts de papa ? Qui a remplacé les protocoles de risque ? Bérénice a regardé le représentant régional. Elle a regardé Dubois. Aucun d'eux n'a rencontré son regard. Elle était seule. GB a étouffé. Je devais le faire. Wesley a dit que ce n'était qu'une formalité. Il a dit que le système n'approuverait pas les mises à niveau à moins que nous ne lisions les comptes. Il a dit que c'était juste de l'entretien interne. Tu as entré les données, j'ai dit. Tu as entré les codes de remplacement. Il m'a promis la promotion, a crié Bérénice, sa voix se brisant, l'hystérie prenant le dessus. Il a dit que si je m'occupais du portefeuille familial, je serais rapidement promu VP régional. Je l'ai fait pour nous, Élodie. Pour la famille, ma mère a poussé un cri aigu, se couvrant la bouche. Oh mon Dieu, Bérénice, elle ne faisait que suivre les ordres, a crié Denise, se précipitant vers le comptoir, attrapant mon bras. Élodie, arrête ça. C'est ta sœur. Elle a fait ce que son patron lui a dit de faire. Tu ne peux pas lui en vouloir. Elle a commis une fraude. Mère, j'ai dit,
retirant mon bras. Et toi aussi. Tu as signé des prêts que tu savais ne pas pouvoir te permettre, pariant sur le fait que je serais le détenteur silencieux du sac. Espèce d'ingrate, a rugi Cal, son visage devenant d'une dangereuse teinte de violet. Tu vas détruire cette famille à cause d'une question technique. Tu vas ruiner la carrière de ta sœur parce que tu es trop radine pour partager. Tu détruis notre gagne-pain. Le hall était mort de silence. Chaque client, chaque guichetier, chaque agent de sécurité regardait. L'air semblait mince, électrique. Je ne détruis rien, j'ai dit, ma voix tombant à une température qui a gelé la pièce. Je ne fais que reprendre ce qui est à moi. J'ai regardé le représentant régional. Vous avez deux choix. Soit vous exécutez ce virement maintenant, soit mon avocat peut appeler le bureau de la conduite bancaire nationale et leur remettre ce dossier. Si je fais cet appel, cette agence ferme avant midi, et tous ceux qui se tiennent derrière ce comptoir vont en prison fédérale. Le représentant a regardé le dossier. Il a regardé l'écran rouge de l'ordinateur de B. Il savait que le jeu était terminé. Annuler le verrouillage, a-t-il dit à Bérénice. Sa voix était vaincue. Mais Bérénice a bégayé. Fais-le, a-t-il claqué. Les mains de Bérénice tremblaient si fort qu'elle a dû utiliser sa main gauche pour stabiliser sa droite. Elle a tapé la commande. Elle a entré son code de responsable. Puis le représentant régional s'est penché et a entré son autorisation de haut niveau traitant le mot de la machine. Signé ici, a chuchoté Bérénice, me glissant la feuille de confirmation. Elle pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant sur ses joues, ruinant l'image parfaite qu'elle avait passé toute sa vie à construire. J'ai pris le stylo. J'ai signé mon nom. Élodie Moreau. Virement initié, a dit le représentant. Il avait l'air d'être sur le point de vomir. Merci, j'ai dit. Je me suis tourné pour partir. Élodie, ma mère a gémi, tendant à nouveau la main vers moi, mais s'arrêtant avant de me toucher. Que as-tu fait? Comment allons-nous vivre? Les prêts? Ils vont appeler les prêts. J'imagine qu'ils le feront, j'ai dit. Je vous suggère de vendre l'adhésion au club de campagne. Cela devrait couvrir les intérêts pendant un mois. Tu es froide, m'a craché Cal. Tu es une machine froide et sans cœur. Non, j'ai dit, le regardant dans les yeux pour la dernière fois. Je suis juste le distributeur automatique, et je suis hors service. Alors que Grant et moi marchions vers les portes vitrées, le bruit a commencé. D'abord, un seul téléphone sonnant à un bureau arrière, puis un autre, puis le bourdonnement d'une imprimante démarrant, crachant des alertes de risque automatisées. Les moniteurs à travers la banque ont commencé à clignoter alors que le système central enregistrait un vide de liquidité de 3,5 milliards d'euros. La panique que j'avais prédite n'était plus théorique. Elle se produisait. Le personnel courait entre les bureaux. Dubois criait dans un téléphone. Bérénice était affalée sur le comptoir. Le visage enfoui dans ses mains. J'ai poussé la porte et je suis sorti au soleil. L'air avait un goût sucré. Derrière moi, la banque de la crête croissante commençait à brûler, et je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées ont commencé avant que l'encre numérique sur le reçu de transfert ne soit sèche. Bérénice a fait exactement ce que fait un narcissique acculé. Elle est allée sur les réseaux sociaux. Moins d'une heure après l'incident du hall de la banque, une longue publication décousue est apparue sur son fil. C'était un chef-d'œuvre de victimisation légendé avec une photo en noir et blanc de nos enfants. Le cœur brisé, a-t-il commencé, vous pensez connaître votre propre sœur. Vous pensez que la famille passe avant tout. Mais aujourd'hui, j'ai regardé ma propre chair et mon propre sang entrer sur mon lieu de travail et essayer délibérément de détruire ma carrière par pure jalousie. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres briller. À mes clients et amis, si vous entendez des rumeurs, sachez juste que je suis ciblé par un parent vindicatif avec trop d'argent et zéro empathie. Trahison familiale. Toxique. Dépassez ça. J'ai regardé les notifications arriver sur mon téléphone en étant assise dans le bureau de Grant. Au début, les commentaires étaient encourageants, génériques, tiens bon, ma belle, message de son cercle de brunch. Mais ensuite la marée a tourné. Un commentaire d'un ancien camarade de lycée est apparu. Tu n'as pas dit à tout le monde aux retrouvailles que tu gérais son portefeuille et qu'elle était clueless sur l'argent? On dirait qu'elle s'est enfin réveillée.
Un autre d'un entrepreneur local. Est-ce que ça signifie que le prêt que tu as promis pour ma rénovation est mort? Tu as dit que ta sœur le soutenait. Bérénice a frénétiquement supprimé les commentaires, mais les captures d'écran circulaient déjà dans les groupes de discussion. Elle avait passé des années à se vanter de son accès facile au capital familial pour acheter de l'influence. Maintenant, ses vantardises devenaient des preuves contre elle. Elle ne perdait pas seulement le récit. Elle s'incrimina. Puis vint l'appel de mon père. Mon téléphone a vibré contre le bureau en acajou. Papa. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé immédiatement. Puis un texto. Réponds. Tu vas nous ruiner. Je vais te poursuivre pour rupture de contrat verbal. J'ai montré l'écran à Grant. Contrat verbal? Il est désespéré, a dit Grant, tapant sur une ébauche de mise en demeure. Il essaie de prétendre que vos années de passivité équivalent à un accord contraignant de soutien indéfini. C'est légalement risible, mais cela montre son état d'esprit. Il pense qu'il vous possède. Je n'ai pas répondu au texto. Au lieu de cela, je l'ai transféré à l'adresse email officielle de Grant et lui ai fait envoyer une réponse standardisée. Toute communication future concernant Elodie Moreau ou ses actifs doit être adressée à un conseiller juridique. Tout contact direct supplémentaire sera considéré comme du harcèlement. Le silence de mon père après cet email était assourdissant. C'était un tyran. Et les tyrans ne savent pas quoi faire lorsque leur victime engage un garde du corps plus grand. À 14 heures, la banque a fait son mouvement. Monsieur Dubois a appelé la ligne de Grant. Sa voix n'était plus huileuse. Elle était cassante. Il a demandé une réunion d'urgence hors plateau. Nous avons accepté, mais seulement par vidéoconférence, et j'ai insisté pour l'enregistrer. Le visage de Dubois est apparu sur l'écran, pixelisé et pâle. À côté de lui se trouvait une femme que je reconnaissais comme la responsable juridique de la crête croissante. Moreau, l'avocate a commencé. Son ton était bref. Nous traitons actuellement votre demande de virement. Cependant, en raison de la nature unique du mouvement de liquidité, nous proposons une sortie structurée. Il n'y a pas de structure, a dit Grant. Le virement a été autorisé. Envoyez l'argent. Nous sommes prêts à offrir des concessions, a poursuivi l'avocate, m'ignorant. Si vous acceptez de suspendre le transfert pendant 7 jours pour nous permettre de stabiliser nos positions, nous sommes prêts à traiter les irrégularités dans le portefeuille de prêts impliquant votre famille. Des irrégularités? J'ai répété. Vous voulez dire la fraude? Nous les qualifierions de négligence procédurale, a-t-elle dit doucement. Nous pouvons fermer tranquillement les lignes de crédit pour location d'événements moraux et les prêts personnels. Nous pouvons effacer les documents de garantie. Pas de mal, pas de faute. Vos parents s'en sortent sans dette. Vous gardez votre argent et nous évitons un événement réglementaire. C'était un pot de vin. Ils offraient de pardonner la dette de mes parents si j'acceptais de retirer mon pied du cou de la banque pendant une semaine. Juste assez de temps pour qu'ils cachent les preuves de ce que Wesley Pike avait fait. Non, j'ai dit. Dubois avait l'air sur le point de pleurer. Mademoiselle Moreau, s'il vous plaît. Si cet argent bouge aujourd'hui, le ratio de liquidité régionale tombe en dessous des mandats fédéraux. Nous serons audités. Voici mes conditions, j'ai dit, me penchant vers la caméra. 1. Vous annulez immédiatement, pas effacer, annuler, toutes les garanties portant mon nom. 2. Vous initiez une enquête interne formelle contre Wesley Pike pour prêt prédateur et accès non autorisé aux données. 3. Vous me fournissez l'historique d'audit complet de chaque fois que mon compte a été accédé par Bérénice Moreau. Nous ne pouvons pas enquêter sur Monsieur Pike sans motif, a claqué l'avocate. C'est un directeur régional. J'ai un motif, j'ai dit. J'ai fait signe à Grant. Il a ouvert la porte et Elena Rotova est entrée dans le cadre. Les yeux de Dubois ont bondi. Il savait exactement qui elle était. Bonjour, Monsieur Dubois, a dit Elena, sa voix stable. J'ai mon affidavit sous serment concernant les remplacements forcés sur le compte Kensington l'année dernière, ce que Wesley Pike m'a ordonné de signer avant ma démission. Cela établit un schéma de comportement. L'avocate à l'écran est devenue très immobile. Elle a regardé Dubois, puis moi, puis de nouveau moi. Elle a réalisé qu'il n'avait pas affaire seulement à une cliente en colère.
Il faisait face à une affaire de dénonciation enveloppée dans une crise de solvabilité. Nous examinerons vos conditions, l'avocate a dit, et l'écran est devenu noir. 30 minutes plus tard, ma mère a appelé. Elle n'a pas crié. Elle semblait petite, brisée. Élodie, a-t-elle sangloté. Bérénice vient de recevoir un email. Ils l'ont suspendue en attendant l'enquête. Ils l'ont escortée hors du bâtiment. Elle est dans la voiture, hurlant. Elle dit que sa vie est finie. Sa vie n'est pas finie. Maman, j'ai dit, ressentant un étrange détachement. Sa carrière dans cette banque spécifique est finie. Il y a une différence. Comment peux-tu être si cruel? Elle sanglotait. C'est ta sœur et la banque de ton père vient de l'appeler. Ils gèlent la ligne de crédit de l'entreprise. Ils ont dit qu'il y avait des problèmes de conformité. Si nous ne pouvons pas payer la paie vendredi, la société de location fera faillite. Nous perdrons la maison. C'est ce que tu veux? Tu veux qu'on soit à la rue? Je veux que vous arrêtiez de mentir, j'ai dit. J'ai offert de vous aider pendant des années. J'ai payé vos cartes de crédit. J'ai acheté vos voitures. Et en retour, tu as volé mon identité pour garantir des prêts que tu savais ne jamais pouvoir rembourser. Tu as joué avec la maison. Maman, pas moi. Mais nous l'avons fait pour la famille, a-t-elle sangloté. Nous pensions que tu comprendrais. Tu as tellement et nous avons si peu. Tu avais une fille qui t'aimait, j'ai dit. Tu as échangé sa sécurité contre une adhésion à un club de campagne. C'était la transaction. J'ai raccroché. Je n'ai pas bloqué le numéro, mais j'ai coupé la sonnerie. Le coup final pour Bérénice n'est pas venu de moi, mais de l'image même qu'elle avait essayé de protéger. À 17h, la nouvelle de sa suspension avait fui. Dans une petite ville, les potins de banque se déplacent plus vite que la lumière. J'ai regardé les commentaires sur sa publication précédente devenir vicieux. Les gens qui avaient été envieux de sa vie parfaite ont soudainement senti le sang. Suspendu. Un commentaire disait, j'ai entendu dire qu'elle utilisait les comptes des clients pour fausser les chiffres. Attends. Un autre ajoutait, ma demande de prêt a été rejetée par elle la semaine dernière parce qu'elle a dit que je n'avais pas assez de garantie, mais elle approuvait sa propre famille avec de l'argent faux. Incroyable. Bérénice a publié une mise à jour frénétique. La vérité éclatera. Je suis victime d'une direction corrompue et d'une sœur jalouse. Je suis la victime ici. Mais elle avait fait une erreur fatale. Elle avait étiqueté Wesley Pike dans la publication, peut-être pensant qu'il viendrait à son secours. Hashtag, trahison famille toxique dépasser ça. Dis-leur la vérité. Tu sais, j'ai suivi le protocole. C'était pathétique. Elle suppliait publiquement l'homme qui l'avait piégé. Elle exposait le complot en temps réel. Grant a levé les yeux de son ordinateur portable. Le virement vient de passer la couche 1, a-t-il dit. Les fonds sont sortis de la crête croissante. Ils sont dans l'intermédiaire. La banque est officiellement vidée. J'ai senti un poids se soulever de ma poitrine. Une sensation physique de légèreté. L'encre était partie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Grant. Maintenant, j'ai dit, nous attendons que le bureau de la conduite bancaire nationale ouvre son email. Je n'avais pas encore envoyé la plainte. Je l'avais retenu, donnant à la banque une dernière chance de faire ce qu'il fallait pendant l'appel vidéo. Ils avaient essayé de me soudoyer à la place. Envoyez-la, j'ai dit. Grant a appuyé sur envoyer. La plainte comprenait tout. Les signatures falsifiées, les journaux d'accès non autorisés, l'affidavit d'Elena, et les captures d'écran de la confession frénétique de Bérénice sur les réseaux sociaux impliquant un directeur régional. Ce n'était plus juste un retrait. C'était un ordre de démolition. J'ai regardé la photo de Bérénice sur son fil. Un selfie pris dans le miroir de la salle de bain de la banque, légendé, Boss Babe. Elle avait l'air si confiante. Elle ne savait pas qu'elle n'était qu'un bouclier de papier pour des hommes comme Pike. Et ce papier brûle vite. Encore une chose, j'ai dit, me levant. Je veux retourner à l'agence une dernière fois. Pourquoi? A demandé Grant. C'est fini. Pas encore, j'ai dit. L'argent est sorti, mais la vérité est toujours coincée à l'intérieur.
J'ai une dernière réunion demain matin. Avec qui? Avec les auditeurs, j'ai dit. Je veux être là quand ils ouvriront le coffre-fort. Je n'avais pas fini. J'avais pris leur argent, oui, mais je devais toujours prendre leur réputation, et pour cela, je devais être dans la pièce lorsque les lumières s'éteindraient. La salle de conférence au fond de l'agence de la crête croissante était conçue pour impressionner. Elle avait des murs de verre du sol au plafond, une table en teck importée, et une vue sur le parking où la Mercedes louée par mes parents était garée. Mais aujourd'hui, la pièce ne ressemblait pas à un lieu d'affaires. Elle ressemblait à une salle d'audience. Je me suis assise au bout de la table. À ma droite se trouvaient les auditeurs du bureau de la conduite bancaire nationale, dirigé par un homme nommé agent Vance, qui ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas souri depuis la crise financière de 2008. À ma gauche se trouvaient les conseillers juridiques de la banque et Monsieur Dubois, le directeur d'agence, qui transpirait à travers sa deuxième chemise de la journée. Et en face de moi se trouvait ma famille. Mes parents Cal et Denise étaient blottis ensemble, l'air petit et effrayé. Bérénice était assise à l'écart d'eux. Elle ne portait pas son blazer aujourd'hui. Elle portait un sweat à capuche, les yeux rougis, les mains serrant une tasse d'eau en papier comme si c'était la seule chose solide qui restait dans son univers. Debout près du tableau blanc se tenait Wesley Pike, le directeur régional, l'homme qui était venu à nos barbecues, l'homme qui avait préparé ma sœur pour être sa complice. Il s'agit clairement d'un malentendu sur les protocoles internes, a dit Pike, lissant sa cravate. Il parlait à l'agent Vance, m'ignorant entièrement. Nous avons identifié la source de l'irrégularité. Il semble qu'un employé subalterne, l'assistante de direction Moreau, ait pris sur elle de remplacer les sécurités du système pour aider sa famille. Bien que ses intentions aient pu être nobles, ses actions étaient hors limite. Nous préparons ces papiers de licenciement pendant que nous parlons. La pièce est devenue mortellement silencieuse. La tête de Bérénice a claqué. Quoi? C'est malheureux, Pike a continué, sa voix dégoulinant d'un faux regret. Mais lorsqu'un employé agit en dehors du cadre de son autorité pour manipuler les données de garantie, l'institution doit se protéger. Nous n'avions aucune connaissance de ces garanties non autorisées. Tu es un menteur, a murmuré Bérénice. Sa voix tremblait, mais elle était audible. Tu m'as dit de le faire. Tu m'as envoyé les codes par message texte. Tu as dit que le comité des risques l'avait approuvé verbalement. Pike s'est tourné vers elle, son visage un masque de pitié. B, je sais que tu es contrarié, mais ne rendons pas cela pire en fabriquant des histoires. Il n'y a aucune trace d'une telle instruction. Il la coupait. Il allait laisser ma sœur assumer la responsabilité d'un énorme stratagème de fraude, ruiner sa carrière, et potentiellement l'envoyer en prison juste pour qu'il puisse garder sa pension. J'ai regardé Bérénice. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu l'enfant d'or. J'ai vu un pion qui venait de réaliser qu'elle était déjà hors du jeu. En fait, j'ai dit, ouvrant mon portfolio. Il y a une trace. J'ai glissé une seule feuille de papier sur la table en teck vers l'agent Vance. Ceci est une impression d'un email envoyé du compte d'entreprise de Wesley Pike à son serveur de messagerie personnelle, qui a ensuite été transféré à la boîte de réception interne du directeur d'agence. J'ai dit que c'était daté du 12 novembre. L'objet est stratégie d'atténuation des risques. L'agent Vance a pris le papier. Il l'a lu à voix haute, sa voix sèche et dépourvue d'émotion. Utiliser la liquidité de tutelle Moreau pour masquer le ratio de levier sur le portefeuille immobilier commercial. Étiqueter le compte comme critique pour la relation afin d'empêcher les déclencheurs de retrait automatisés. Si la sœur pose des questions, retardez. Elle est passive. Elle ne poussera pas. Le visage de Pike est devenu de la couleur de la vieille cendre. C'est inadmissible, a bégayé Pike, regardant l'avocat de la banque. C'est une communication privée. C'est une preuve de fraude systémique, a dit l'agent Vance, posant le papier. Monsieur Pike, je vous suggère d'arrêter de parler jusqu'à ce que vous ayez une représentation juridique présente. Cet audit vient de devenir une enquête criminelle. Monsieur Dubois a laissé échapper un gémissement. Madame Moreau, a-t-il plaidé, se tournant vers moi. S'il vous plaît, ne faisons pas ça dans le hall. Nous avons une salle de conférence privée préparée. Nous pouvons discuter de la logistique de votre demande dans le confort. J'ai pensé à eux, j'ai dit. C'est pour ça que je vous ai donné une chance hier.
Vous avez choisi d'essayer de me soudoyer. Nous parlons d'une crise de liquidité, a crié Dubois. Vous ne pouvez pas simplement déplacer autant d'argent en 24 heures. Le système ne le réglera pas. Il est déjà réglé, j'ai dit. J'ai regardé mon poignet. À 9h30 ce matin, les fonds ont été reçus par portefeuille de la baie de Marrow, mais je ne les ai pas seulement déplacés. Je les ai réalloués dans des obligations du Trésor. Je me suis penché en avant. Savez-vous ce que cela signifie, monsieur Dubois? Cela signifie que l'argent n'est pas seulement en transit. Il est parti. Il est légalement non reconnu de votre bilan il y a 1 minute. Votre ratio de réserve de capital vient de tomber à 0. L'avocate de la banque a halté. Elle a compris. Si les réserves sont nulles, l'avocate a dit, la voix tendue, nous sommes légalement tenus de céder le risque immédiatement. Nous devons appeler les prêts, tous. Elle s'est tournée vers son assistant. Émettez les avis de demande. Commencez par les lignes de crédit commercial non garanties et les portefeuilles personnels à haut risque. Effectif immédiatement. Mon père s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en est-il de mon entreprise? Qu'en est-il de la société de location d'événements? Votre prêt était garanti par le compte d'Élodie, l'avocate a dit froidement. Cette garantie a disparu. Vous êtes en défaut, monsieur Moreau. La totalité du solde de 800 000 € est due immédiatement. Si vous ne pouvez pas payer, nous passerons à la saisie des actifs de l'entreprise et de vos biens personnels d'ici la fin de la semaine. Et mon projet? B, sa voix tremblante? Le prêt de 2 millions pour la société de conseil est annulé, a dit l'avocate. Et puisque vous avez tiré les 50 000 € initiaux pour les coûts de démarrage, vous les devez aujourd'hui. Ma mère a éclaté en sanglots. Nous ne pouvons pas payer ça. Nous perdrons la maison. Élodie, s'il te plaît. Tu ne peux pas les laisser prendre la maison. La pièce s'est dissoute dans le chaos. Mes parents criaient après les avocats. Pike criait après les auditeurs. Dubois se tenait la tête dans les mains. Je suis resté parfaitement immobile. C'était le moment où la sœur Fauché tenait le destin de tout le monde dans ses mains. Arrêtez. J'ai dit. Je n'ai pas crié. J'ai juste parlé avec l'autorité de la seule personne dans la pièce avec de la liquidité. Le bruit s'est éteint. Je ne laisserai pas vous devenir sans abri, j'ai dit à mes parents. Je ne suis pas vous. Je ne détruis pas la famille pour le profit. L'espoir a inondé le visage de ma mère. Oh, Élodie, merci. Je te connaissais, mais je l'ai interrompu. J'ai des conditions. J'ai sorti un document de mon sac. Grant l'avait rédigé ce matin. C'est un accord de rupture, j'ai dit. Il stipule que je paierai le principal impayé du prêt de l'entreprise de papa et les 50 000 € que B doit. En échange, vous signerez une renonciation permanente. Vous n'utiliserez jamais mon nom, mon image ou mon crédit pour toute transaction financière. Vous me retirerez de vos testaments et je vous retirerai du mien. Je me suis tourné vers B. Et toi, j'ai dit, tu démissionnes de l'industrie bancaire. Tu ne quitteras pas seulement cette agence. Tu accepteras une interdiction de 5 ans de gérer des actifs tiers. Tu prendras un emploi de niveau débutant dans un autre domaine. Et tu apprendras ce que signifie gagner un salaire sans effet de levier. B m'a fixé. L'arrogance se battait avec son instinct de survie. Tu veux que je démissionne? A-t-elle demandé. Tu veux que je ne sois personne? Je veux que tu sois honnête, j'ai dit. C'est la même chose. Signer les papiers, j'ai dit à mon père. Ou laisser la banque prendre la maison. C'est ton choix. Cal a regardé le document. Il a regardé Pike, qui était en train de se faire lire ses droits par l'auditeur. Il a regardé l'avocate de la banque qui était prête à saisir ses stocks. Il a réalisé que le jeu était terminé. L'ère de la famille Moreau prétendant être la royauté était finie. Il a pris le stylo. Sa main tremblait, mais il a signé. Ma mère a signé ensuite, pleurant doucement. Puis j'ai fait glisser le papier vers Bérénice. Elle m'a regardé avec une haine pure et non diluée. Tu as planifié ça, a-t-elle sifflé. Tu as tout fait ça parce que j'ai dit que tu étais fauché. Tu as détruit ma vie pour 200 €.
Non, j'ai dit sèchement. Je me suis levé, lissant mon costume. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec l'indifférence d'une étrangère. Bérénice, j'ai dit. C'était juste les frais. C'était le prix d'entrée pour voir qui tu étais vraiment. Je n'ai pas détruit ta vie. J'ai juste enlevé la fausse vie que tu as construite avec mon argent. Ce qui se passe ensuite dépend de toi. B a signé. Elle a claqué le stylo, mais elle a signé. Nous avons fini ici, j'ai dit à l'auditeur. La preuve est à vous. L'argent est à moi. J'ai quitté la salle de conférence. J'ai marché devant la ligne des guichetiers où le personnel chuchotait. J'ai marché devant le bureau vide où Bérénice avait l'habitude de s'asseoir et de prétendre qu'elle était importante. J'ai poussé les lourdes portes vitrées et je suis sorti au soleil. L'air avait un goût sucré. J'ai sorti mon téléphone. J'avais un seul message à envoyer à Grant. C'est fini. Le virement est passé. Les prêts sont réglés. Je rentre à la maison. J'ai tapé une autre ligne avant d'appuyer sur envoyer. Je n'ai pas retiré l'argent pour me venger. Je l'ai retiré pour me retirer du piège qu'ils avaient tendu. Je me suis finalement libéré d'eux. Je suis monté dans ma voiture, la berline sensée que Bérénice détestait, et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Il n'y avait rien derrière moi qu'une banque en ruine et une famille qui avait finalement appris le vrai coup de zéro.